6 mars 2025, il est 13h sur la 7 TV. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. À la une de cette édition, alors que les débats autour de son abrogation font rage dernièrement, la loi d'amnistie générale a déjà fait un an ce 6 mars. On le rappelle, cette loi a contribué à la tenue de la présidentielle de 2024, bien qu'elle soit très controversée aujourd'hui. Diabète et ramadan, une équation qui tourmente chaque année les personnes qui souffrent de cette maladie chronique. Le professeur Seydou Nourou Diop hier a alors tenté de rassurer ces derniers. Diabète et jeûne ne sont pas dans tous les cas incompatibles, affirme-t-il. Et enfin, un international aux États-Unis, la Cour suprême somme l'administration Trump de payer une partie de l'aide internationale gelée au lendemain de son discours devant la session conjointe du Congrès. Le président Donald Trump suit donc un revers judiciaire. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. 6 mars 2024, 6 mars 2025, un an jour pour jour depuis que la loi d'amnistie générale a été adoptée à l'Assemblée nationale. Si cette loi qui amnistie tous les faits politiques susceptibles de revêtir la qualification d'infraction criminelle ou correctionnelle commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024 a permis la tenue de la présidentielle, elle reste cependant très controversée et son abrogation fait aujourd'hui polémique. Mamadou Kanté. Je saisirai l'Assemblée nationale dès ce mercredi en Conseil des ministres d'un projet de loi d'amnistie générale sur les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024. C'est dans un contexte préélectoral très tendu, marqué par des violences et le report de la présidentielle, que le président de la République, Macky Sall, avait soumis à l'examen des députés de la 14e législature le projet de loi d'amnistie générale, un projet de loi très controversé. Disons-nous au moins de la vérité, parce que comment oublier sans savoir? J'ai la claire conscience que ce n'est pas un travail facile. Les lois d'amnistie, elles sont toujours clivantes. Le 6 mars 2024, l'Assemblée nationale adopte ainsi la loi d'amnistie générale, qui a permis la libération de beaucoup de détenus, notamment le président du PASTEF Ousmane Sonko et son lieutenant Bassirou Diomaye Faye, candidat à la présidentielle. Mais malgré la tenue de la présidentielle, la loi d'amnistie n'a cependant toujours pas permis d'oublier les faits amnistiés. Une année après adoption, son abrogation ou non fait débat. Il sera proposé à votre auguste assemblée, dans les semaines à venir, un projet de loi rapportant la loi d'amnistie votée le 6 mars 2024. Quand vous l'aurez abrogée, faites face aux conséquences. Entre même les tenants de la thèse sur l'abrogation, un débat se pose entre abrogation totale ou partielle. Thierno Alassane Sall a déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour l'abrogation totale. Une proposition rejetée. Pendant ce temps, la proposition de Amadouba numéro 2 sur l'abrogation partielle est retenue par l'Assemblée nationale. Dans tous les cas, le débat sur l'amnistie ne risque pas de s'arrêter de sitôt. Écho du Conseil des ministres d'hier, le gouvernement du Sénégal prévoit la signature d'un pacte de stabilité sociale le 1er mai prochain qui va couvrir la période 2025-2029. L'annonce a été faite en Conseil des ministres de ce mercredi. Après la rencontre tripartite, le président de la République a demandé au Premier ministre et aux ministres concernés d'accélérer les actions concernant la satisfaction des doléances pouvant faire l'objet d'une prise en charge immédiate. Bassirou Diomaye Faye demande également au ministre des Finances de soumettre une stratégie pour la matérialisation des engagements financiers pris vis-à-vis du patronat. Le chef de l'État a abordé la rencontre entre le gouvernement et les centrales syndicales pour les échanges sur la situation économique et les difficultés de l'État dans la prise en charge des requêtes et doléances exprimées. Le président de la République exhorte le gouvernement à poursuivre le dialogue avec les différents partenaires sociaux afin d'aboutir à la satisfaction des doléances à travers un plan d'action gouvernemental. Ainsi, un calendrier de négociations sera défini qui vise la signature d'un pacte de stabilité sociale durant la période 2025-2029. Pour le président Bassirou Diomaye Faye, la prise en charge des doléances doit se faire dans le respect des lois et règlements.
Dans sa communication, le Premier ministre a noté l'accueil favorable manifesté par le patronat relativement à la place réservée par l'État au secteur privé national dans l'agenda Sénégal 2050 et au projet de loi en cours d'élaboration sur le patriotisme économique. En attendant, le Premier ministre a engagé les membres du gouvernement concernés à accélérer et finaliser les actions afférentes à certaines préoccupations ressorties de la rencontre tripartite, notamment de la liquidation des points de revendication pouvant faire l'objet d'une prise en charge immédiate et de la seconde phase des mesures de réduction du coût de la vie sans impact budgétaire. Concernant les préoccupations du patronat, le chef de l'État exhorte le ministre des Finances et du Budget à lui soumettre la stratégie d'appurement des engagements financiers de l'État vis-à-vis des entreprises. S'agissant de l'implication du secteur privé dans la mise en œuvre de l'agenda Sénégal 2050, des rencontres sont prévues avec l'ensemble des acteurs, des concertations qui tourneront autour des orientations stratégiques de l'agenda et du portefeuille de projets du plan quinquennal 2025-2029. Et puis des questions économiques toujours. Jean-Claude Cassi, gouverneur de la BCEAO, s'est prononcé sur la situation actuelle du Sénégal, marquée par le rapport de la Cour des comptes qui a décelé des écarts dans la gestion des finances publiques de 2019 au 31 mars 2024. Lors de la session ordinaire de politique monétaire de la BCEAO, il a rassuré sur la situation du pays, indiquant qu'ils vont accompagner les nouvelles autorités. Le Sénégal peut compter sur l'institution financière sous-régionale pour faire face à la situation financière dans laquelle il se trouve. La BCEAO a promis de soutenir les nouvelles autorités. La dette du Sénégal a franchi un seuil préoccupant, atteignant 99,67% du PIB, avec un déficit budgétaire de 12,3%. Et cette photographie des finances publiques sur les 5 dernières années, décelée par le rapport de la Cour des comptes, révèle d'autres manquements dans le respect de la réglementation en matière de gestion des finances publiques. Exemple, des dépenses autorisées en dehors du circuit du trésor public avec la création de comptes spéciaux, mais aussi des ressources extérieures qui n'étaient pas inscrites dans la loi des finances, des transactions nébuleuses, autant d'éléments qui posent des problèmes de traçabilité et d'opacité sur la gestion des fonds publics. Cependant, malgré cette situation financière difficile, le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest reste optimiste et soutient que la situation est sous contrôle grâce à des réformes en cours et à la transparence des autorités sénégalaises. Et puis des concertations régionales sur la réforme du service public ont eu lieu hier à la Chambre de commerce de Dakar. Les échanges ont essentiellement porté sur l'efficacité, l'équité, la transformation de l'administration. L'objectif de ces concertations est notamment de restaurer le contrat de confiance entre les usagers et le service public. L'administration publique sénégalaise a souvent évolué sur la base d'un modèle importé, parfois déconnecté des réalités locales, limitant ainsi son efficacité. Et c'est pour apporter des solutions à cette problématique que les populations sont conviées à des journées de réflexion pour recueillir leurs doléances. C'était une occasion pour les populations de s'exprimer, d'exprimer leur mal-être par rapport au service public et aussi de montrer des pistes de solutions pour qu'ensemble nous puissions effectivement améliorer le service public qui soit à l'usage des populations. Dans beaucoup de secteurs publics, le service offert est fortement décrié, surtout dans celui de la santé dont les usagers se plaignent fréquemment. Le service public doit être rendu aux populations de manière sereine et qu'il y ait satisfaction. Parce que ce n'est pas un service mais une sinécure. C'est un sacrifice que le fonctionnaire doit pouvoir faire afin de subvenir aux besoins des populations. Les préoccupations et les propositions des usagers seront prises en compte dans le projet de réforme de l'administration publique. L'objectif est de rétablir la confiance entre la population et son service public. Nos contributions seront prises en compte et in fine, nous aurons atteint les objectifs que l'on vise à travers cette concertation qui est de disposer à terme d'une administration capable de faire face aux défis de développement et également réconcilier avec l'usager parce que capable de le satisfaire. Le but de ces concertations est d'impliquer les populations dans le projet de réforme du service public afin de permettre à l'administration de répondre aux enjeux et défis
multiforme de développement et aux attentes croissantes des usagers. Question de consommation publique à présent, 2 tonnes et 954 litres de produits alimentaires impropres à la consommation ont été détruites par la direction du commerce intérieur, service départemental de Dagana. Ces produits ont été saisis lors des sorties quotidiennes au niveau des marchés, des boutiques de quartier, des magasins, entre autres. Le directeur du commerce départemental appelle alors les populations à plus de vigilance. C'est quelques 2 400 000 en contre-valeur de produits impropres à la consommation de 2 tonnes pour les solides et 954 pour les liquides. Chaque mois ou bien chaque 3 mois, nous organisons des sorties quotidiennes qui nous permettent d'aller sur les marchés, les marchés hebdomadaires aussi, les boutiques, pour récupérer les produits dont la date de consommation est terminée. Bon, en plus de la saisie, les commerçants récalcitrants ou bien les commerçants dont les produits ont été retirés payent des amendes. Parce que c'est la loi 2021-25 qui fixe les infractions et qui fixe aussi les amendes à payer par rapport aux produits périmés. Nous lançons un appel à la population, c'est de leur dire d'être vigilants et d'avoir au moins le réflexe de vérifier les produits avant de les consommer. Question de santé en période de Ramadan à présent, la préoccupation majeure des personnes souffrant de maladies chroniques comme le diabète en cette période de Ramadan et de carême et comment jeûner sans détériorer leur état de santé. À ce sujet, le professeur Seydou Nouroudiop, diabétologue, a profité des mercredis de l'AJSPD pour sensibiliser justement les diabétiques sur la question. Donc aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le score de risque diabète et Ramadan, qu'un organe international dont nous faisons partie, qui s'appelle Diabetes and Ramadan Alliance, l'Alliance pour diabète et Ramadan, qui a édicté un risque de score qui est lié à la durée du diabète, au type de diabète, à l'existence ou non de certaines complications, qui permet de dire aux diabétiques, vous avez un risque très fort si vous jeûnez, donc ne jeûnez pas, ou alors votre risque est faible, vous pouvez jeûner. Donc les diabétiques doivent quand même se faire évaluer, ceci est important. S'ils ne l'ont pas fait, même jusqu'au début du Ramadan, qu'ils aillent quand même se faire évaluer pour savoir s'ils peuvent continuer le Ramadan ou s'ils ne peuvent pas le continuer. Vous me parlez là de l'alimentation du diabétique pendant le Ramadan. Alors qu'ils évitent les pâtisseries, qu'ils évitent les viennoiseries, s'ils peuvent le faire en tout cas. Prendre une boisson chaude, c'est important. Prendre même un peu de bouillie de mil avec un sucré aux édulcorants, bien sûr, ça vaut mieux, il peut le faire. Ou alors avoir son lait caillé non sucré, ça lui permet d'attendre son dîner. Son dîner, ça peut être le riz qu'il devait manger à midi, mais là, encore une fois, dans des portions où il y a au moins un tiers du plat qui sera le riz, un tiers ce sera les légumes, un tiers sera la viande ou le poisson. Sur cette même question, toujours, il est scientifiquement démontré que le jeûne peut contribuer à améliorer la santé d'une personne dans certains cas, mais le changement du régime alimentaire pendant le Ramadan ou le carême peut être un facteur favorisant l'émergence de maladies comme le diabète et cela est lié à la consommation excessive de sucre et de gras. Entre autres, le professeur Seydou Nouroudiop toujours recommande plus la consommation de fruits chez les diabétiques et même chez les non-diabétiques. Une réaction bien sûr du professeur sur laquelle nous reviendrons probablement prochainement. En attendant, nous prenons la direction de Kédougou tout de suite après le décès d'un jeune Sierra-Léonais par noyade au fleuve Gambie au mois de février. Le président du conseil départemental et de la jeunesse de Kédougou est monté au créneau pour lancer un vibrant appel à l'endroit des jeunes de la région en cette période de chaleur qui coïncide justement avec le Ramadan. Il a profité de l'occasion pour exhorter les enseignants à surveiller les élèves qui se rendent au fleuve pour se laver, à redoubler de vigilance. L'appel que je vais lancer, c'est un appel de prudence. Et nous allons vers la période de chaleur parce qu'à partir du mois de mars, avril-mai, nous constatons une forte présence des jeunes au niveau du fleuve. Donc ils y vont pour profiter des climats favorables. Donc il faut qu'ils soient prudents
Et s'ils doivent y aller aussi, qu'ils aillent en groupe. Donc ça, ils auront la chance d'être sauvés en cas de problème. Et ceux-là aussi qui ne savent pas nager, qu'ils fassent tout pour ne pas entrer dans l'eau. Parce que si on ne sait pas nager, on ne doit pas prendre le risque quand même de se plonger dans l'eau. C'est un peu risqué. L'appel que je vais lancer à l'endroit des parents, à l'endroit aussi des chefs d'établissement, pour qu'ils redoublent d'efforts. Donc c'est un peu difficile. Mais nous devons quand même redoubler d'efforts. Et les professeurs aussi doivent profiter de leur présence dans les classes pour lancer un message, sensibiliser davantage les enfants. Et puis, droits des femmes, les femmes de la capitale du Ndiambour ont lancé la Semaine nationale des femmes dont le thème pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation. À cette occasion, le gouverneur de la région est revenu sur l'importance des femmes envers la société et le rôle crucial qu'elles y jouent. Pour cette année, on rend hommage aux femmes qui travaillent dur du matin au soir et ces dernières qui pratiquent l'élevage, la pêche, qui transforment également les produits locaux, ces dernières qui font de la couture et de la cuisine. Et on a l'intention de regrouper ces dernières pour faciliter l'union des cœurs. Initier une foire, ce n'est pas de vendre ou d'acheter, c'est de construire un partenariat, raison pour laquelle on a initié cette rencontre. On parle de la souveraineté alimentaire. Les femmes ne sont pas en reste, elles jouent un rôle essentiel. C'est pourquoi le ministre de la Femme n'a ménagé aucun effort pour venir en aide des femmes. C'est pareil pour le ministre de la Formation professionnelle qui a pris l'initiative de venir à Louga et compte même trouver les voies et moyens pour former les femmes qui sont à Louga. Actualité à l'international, à présent, le mouvement islamiste Hamas ne doit jouer aucun rôle à Gaza dans le futur en vertu du plan présenté par les dirigeants arabes pour l'enclave palestinienne, ont affirmé plusieurs pays européens, dont la France, à l'issue d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Les dirigeants arabes ont dernièrement adopté un plan pour la reconstruction de la bande de Gaza et le retour de l'autorité palestinienne, présenté comme une alternative au projet de Donald Trump de placer le territoire sous contrôle américain. Les pays de la Ligue arabe réunis au Caire ont notamment appelé à unifier les Palestiniens sous le parapluie de l'OLP, excluant le Hamas qui n'en fait pas partie. Et pour terminer à l'international, la Cour suprême aux États-Unis, bien sûr, la Cour suprême somme l'administration Trump de payer une partie de l'aide internationale gelée au lendemain de son discours devant la session conjointe du Congrès. Le président Trump subit donc un revers judiciaire et il vient d'une institution qui lui est normalement plutôt favorable, à savoir la Cour suprême. Elle décide que le gouvernement fédéral va finalement devoir verser une partie de l'aide internationale d'un montant estimé à quelque 1,5 à 2 milliards de dollars, une décision qui, comme toutes celles de la Cour, est définitive et sans appel possible. Elle intervient alors que l'administration Trump a pratiquement démantelé l'USAID. Elle gère un budget annuel de plus de 40 milliards de dollars, ce qui correspond à plus de 40% de l'aide humanitaire déboursée dans le monde, tout pays confondu. Sur ce, nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour. L'Observateur ouvre son édition sur un cambriolage dans les locaux du Trésor public où les malfaiteurs ont ciblé des bureaux stratégiques situés au deuxième étage de la direction de l'informatique, dont les portes donnant sur le balcon étaient restées entrouvertes. Selon le journal, plusieurs objets de valeur ont été emportés, dont des ordinateurs reliés directement au serveur de la direction générale où sont stockées toutes les informations financières du Trésor. Selon l'Observateur, enquête titre Grand malaise au Trésor. Tabaskingom, rapport de la Cour des comptes, Tahirou Sarr, ces dossiers qui éclaboussent le Trésor. Mordien, expert, lui indique dans les colonnes d'enquête qu'on parle du secteur informel, mais la comptabilité publique est aussi informelle. Déjà, ce cambriolage a semé la colère en interne. Autre colère, c'est dans Walf Quotidien, avec la fièvre qui gagne le secteur privé. Sur le journal, c'est une vague de licenciements, car rien que dans les ISAS, ce sont 100 camionneurs qui sont licenciés. Mais malgré tout, l'État cherche la bonne formule. Selon les Échos, Diomaye et Sonko annoncent des mesures fortes. En Conseil des ministres, le tandem a pensé à la relance du secteur du BTP et l'achèvement de certains chantiers.
Le journal indique que le tandem se penche déjà sur une stratégie d'appurement des engagements financiers de l'État. L'info abonde dans le même sens et écrit que l'État fait de grands pas vers le pacte social pour le 1er mai. Ce que confirme Vox Populi qui souligne que le chef de l'État rassure ses directives pour arriver à la signature d'un pacte social. Le quotidien lui estime que c'est juste un calmant que l'État a proposé face au mouvement d'humeur. L'État s'engage à régler la dette intérieure mais œuvre pour un pacte social prévu le 1er mai. Le Soleil note que l'État est déterminé à solder le passif. La volonté a été émise en Conseil des ministres. Mercredi sont toujours le Soleil. Source A lui se penche sur les deux premières dames, à savoir Marie-Khone Faye et Absa Faye. Marie-Khone Faye lui s'est déplacée à Ndiaganiao pour assister les siens en denrées alimentaires. Absa Faye, quant à elle, a choisi Mbour pour apporter un soutien à la pouponnière. Des activités supportées par les contribuables sénégalais. Une question que pose le journal. Selon Point Actu, c'est le Palais qui écrit une nouvelle page. Marie-Khone Faye et Absa Faye sur le front humanitaire. Marième Faye Sall, femme au foyer qui casse les codes. Colette Senghor et Elisabeth Diouf affichent la discrétion. En sport record titre, Boulaïdia qui déclare « Je suis un milieu de terrain offensif. Je peux jouer devant comme derrière. » En Ligue des Champions, Liverpool réalise un hold-up parfait face au PSG. Bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, comme toujours, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.